Pourquoi ce combat de femmes? En quoi ces univers, ces discours, ces créations vous ont-ils parlé en premier lieu et le regard de l'autre? Donc justement, parce qu'elle a produit tout cela dans la rue, accompagné d'un cercle, comment dire, de sécurité qui se trouve être ses photographes. Merci d'être avec nous encore une fois, Farah Abada. Et puis c'est un véritable prodige, un génie d'un instrument qui s'appelle le violon. Il a porté la voix de l'Algérie aux quatre coins du monde, accompagné les plus grands artistes, que ce soit ici, mais également hors de nos frontières. Mais lui, par contre, est habité par le jazz. Il s'agit de Kherdin Mkachiche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Kherdin Mkachiche. On va revenir avec vous sur plusieurs projets, parce que les projets, vous en avez connu. Violon of Peace, le murmure de l'Orient qui a donné naissance à cet album qu'on vient présenter ce soir, qui a porté tout simplement El Bahja, une véritable déclaration d'amour pour cette ville écrasée de soleil, comme le disait si bien un certain Jean Sénac. Alors, comment peut-on réellement faire dialoguer ces univers, ces musiques à plusieurs autres artistes qui viennent d'horizons divers? Eh bien, nous en parlerons tout au long de l'émission avec vous donc, Bahja, de notre ami Kherdin Mkachiche, pardon. Vos questions et vos réactions pour la rencontre de ce soir, les arts en dialogue sur cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Hamid Larbi. Bonsoir. Donc, lettre sans l'ombre de la poésie, je le rappelle, préfacée par Al-Skri Metref, avec les caricatures, accompagnées des caricatures de Gips. C'est aux éditions Apic. On va revenir, si vous le permettez, sur le titre, donc justement, de ce dernier ouvrage. On serait dans quelle approche réellement? Est-ce qu'on serait dans une approche spirituelle, philosophique ou métaphysique, ou c'est tout ça la poésie en même temps? Je pense que c'est lié, tout ce que vous avez cité, entre philosophie, métaphysique et ce poétique, beaucoup plus, mais disons que je suis beaucoup plus attiré ces derniers temps dans mon écriture par rapport à une approche beaucoup plus philosophique, qui correspond à une réalité vécue, bien entendu, mais qui... Souvent tourmentée. Absolument, parce que je pense que c'est des interrogations beaucoup plus qu'une façon de se sentir un peu exaspéré. C'est beaucoup plus des interrogations que je me pose à chaque fois lors de mon écriture, de la publication d'un recueil, parce que ça part d'un vécu, d'un réel. Et aujourd'hui, à un moment donné, dans mon écriture, c'était beaucoup plus attiré sur l'aspect personnel dans mon parcours, qui était l'exil, ensuite tout ce qui touche à un lien personnel. Aujourd'hui, beaucoup plus attiré par je dirais par deux choses qui préoccupent réellement ma pensée, c'est l'humain et la nature. Je pense que c'est deux thématiques. Les tourments, le questionnement, l'incertitude, la douleur, c'est également des thèmes récurrents. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme de résonance ou d'écho entre quelques-uns de vos ouvrages, ce chant de mots, mais également furtif instant, Hamid Larbi. Le questionnement, toujours et encore, le devenir de l'humanité. Absolument, c'est des interrogations qui sont posées en permanence à mon niveau. Ça n'a rien à voir de personnel, c'est beaucoup plus d'une réalité qu'aujourd'hui que je me rends compte, parce qu'il faut le dire... Une réalité que nous subissons. Que nous subissons, que des fois, parce que souvent on a cette image de la poésie, quelque chose qui est détaché de la réalité, alors que c'est pas vrai. L'avantage de la magie de la poésie, c'est qu'elle permet de voyager de l'imaginaire vers le réel et l'inverse, de réel vers l'imaginaire. Et ça donne, c'est des interrogations qui sont posées sur la société dans laquelle on vit. Donc moi, je ne peux pas être détaché de cette réalité. Je vis dans un environnement aujourd'hui, mon parcours intellectuel m'a permis d'être sensibilisé à la réalité dans laquelle je vis et qui est l'humain en premier lieu aujourd'hui dans mon interrogation. Au-delà des frontières, au-delà de l'appartenance d'une communauté, quoi que ce soit, mes interrogations, c'est qu'il y a des semblables à moi dans d'autres pays, dans d'autres continents, avec qui je partage beaucoup de choses. Et en premier lieu, c'est l'envie, la solidarité, le partage avec ces... Hamid Larbi, ça s'appelle Lettre sans l'ombre d'un doute, comme le disait Al-Skri Metref, que nous allons citer dans quelques instants, qui a préfacé bien sûr votre ouvrage. À l'instant, vous parliez d'exil, cette Algérie que vous avez quittée dans les années 90, donc une Algérie tourmentée, une Algérie dans le sang, une Algérie qui a été dans une forme d'exil, parce qu'on a enfermé cette Algérie, l'Occident qui nous parle aujourd'hui des printemps arabes, et j'aimerais bien voir dans quel pays, dans quelle situation sont ces printemps arabes. Nous allons également en parler avec notre deuxième invité, je le rappelle,
rappelle encore une fois Salima Abed à travers tous les films et l'image qu'elle véhicule justement de la situation de la femme et des libertés. Alors l'exil, il est question d'exil géographique, mais il est également question d'exil intérieur. À un moment donné, vous citez deux grands penseurs et humanistes, Averroès, mais également S.H. Barr. Alors l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. L'équation est toute simple, cela dit en passant. Averroès. Puis à un moment donné, vous citez bien sûr S.H. Barr qui disait donc sitôt libérés du passé, où sommes-nous? Le présent se coagule. J'ai comme l'impression que vous êtes dans une forme d'envie de rétablir un dialogue interculturel, mais interreligieux. Mais est-ce que réellement aujourd'hui, en 2019, la poésie aujourd'hui a ce pouvoir de dialogue aujourd'hui entre ces civilisations tourmentées? Je pense réellement, sincèrement, la littérature elle a cette capacité d'interpeller les consciences. En quelque sorte, moi, j'appelle souvent, c'est l'insurrection des consciences. J'appelle, en quelque sorte, on m'a accusé d'ailleurs, on m'a dit dans un article de presse que j'avais écrit, moi j'avais appelé dans un collège en France où j'ai animé une rencontre avec des collégiens, j'avais appelé à ces gens-là de se révolter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, révoltez-vous d'une manière pacifique, bien entendu. C'est l'outil où je n'appelle pas autrement. Mais je pense que la littérature en général et la poésie en particulier, elle a le devoir de se poser ces interrogations, d'interpeller les personnes, ou du moins les lecteurs, d'avoir une réflexion critique par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent. On ne peut pas absorber des choses, on ne peut pas prendre des choses d'une manière comme des kits faits et qu'on répète comme il y a un devoir de témoignage et de dénonciation. D'interrogation et d'interpellation par rapport aux gens qui lisent et qui écoutent. C'est-à-dire qu'il y a un problème réellement d'une crise de réflexion aujourd'hui et je pense que c'est valable dans tous les domaines de secteur artistique où la culture, malheureusement, n'est pas mise à l'évidence, n'a pas la place qu'elle doit avoir dans la société dans laquelle on vit. Et une société sans culture, pour moi, c'est une société morte. On ne peut pas penser, concevoir un pays ou une société où la culture n'a pas la place nécessaire dans cette société. Vous aviez organisé il y a quelques jours seulement des séances dédicaces pour la présentation de votre ouvrage à Alger, donc à la librairie Les Mots, Kalimat, mais également à Oran, tout ça bien sûr sous la houlette de votre éditeur, que nous saluons au passage. Et dans une interview, vous disiez écrire, c'est m'employer à devenir moi-même. Aujourd'hui, après presque 25 ans d'écriture, vous êtes en quête de quoi, Hamid Larbi? Toujours. Quand on vous écoute, on sent une certaine forme de sérénité et la tourmente habite toute... la tourmente, le questionnement, les blessures et les fêlures habitent toutes vos pages. Je pense que c'est une réalité. L'écriture, vous savez, c'est pas quelque chose de bien établi. Quand on écrit, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ignorais qui je suis. C'est la réalité. J'ai découvert à travers l'écriture réellement les entraves, les abîmes de l'être humain, c'est l'écriture, parce qu'en lisant autre chose, en découvrant d'autres cultures, en découvrant d'autres littératures, ça m'a permis de découvrir réellement, parce que j'étais enfermé dans une bulle qui est dans la société dans laquelle je vivais avant, qui ne me permettait pas, avec beaucoup de préjugés et d'entraves, qui ne me permettait pas de connaître ceux qui sont différents de moi-même. Aujourd'hui, je pense que c'est une richesse. Et ce que vous dites réellement, c'est des interrogations beaucoup plus que je véhicule. Ce n'est pas des faits préétablis. Donc j'essaie de partager à chaque fois, et je l'espère, que j'arriverai avec mes lecteurs, de partager des interrogations qui sont vécues dans la société, qui ne sont pas enfermées dans... J'allais dire, je ne fais pas dans la performance intellectuelle. Je refuse ce concept-là. Pour certains, la poésie, c'est une rencontre où on se fait gargariser intellectuellement le cerveau en s'échangeant des mots. Je pense, pour moi, la poésie, elle est l'essence même de notre vécu, comme la philosophie, comme la poésie. Elles sont individuelle doit avoir une place importante dans notre société. Une façon également à vous de lutter contre la violence et la folie des hommes. C'est ce qu'on lit également dans votre ouvrage. Et quand il parlait de vous, donc Alasri Metraf, que nous avons eu le plaisir de recevoir à chaque fois qu'il a été d'actualité sur le plateau, il disait « Je lis la poésie de Hamid Larbi un peu comme la survivance que nous espérons régénératrice des émotions, des tourments, des coups de colère, des coups de foudre de cette cosmogonie, des combats et des fusions de ce cercle des poètes algériens, notamment de graphie française.
Ce cercle depuis le début de ce mouvement qui a commencé très tôt, consistant, selon le credo de Kateb Yassine, à prendre la langue française comme un butin de guerre, s'est toujours passé le relais d'une génération à l'autre. Là aussi, il n'est pas possible, ici moins qu'ailleurs, de ne pas convoquer Jean Sénac, ouvrir le poème comme une nacre et marier en splendide noces dionysiaques la poésie, l'amour et la révolution. La révolution a également aujourd'hui un sens dans votre poésie à travers tout ce que subit le monde arabe, Hamid Larbi. Moi, je pense, au-delà du monde arabe, je pense qu'elle est d'actualité, elle est en permanence parce qu'il y a des mutations qui se font aujourd'hui dans beaucoup de sociétés. Dans nos sociétés en particulier, il y a le phénomène de violence qu'on ressent, il faut le dire. Dans notre société, il y a une forme de violence verbale, une forme de violence physique qui est ressentie dans notre société malheureusement. Et de l'autre côté, il y a une autre forme de violence, j'allais dire économique, beaucoup plus, de l'autre côté de la barrière, en Occident. Donc, toutes ces formes-là font qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'injustice qui est ressentie dans les sociétés, qui ne permettent pas d'arriver à ce qu'on peut appeler vivre le bien-être dans les sociétés. Il y a une certaine injustice envers beaucoup de sociétés. Donc le vivre ensemble aujourd'hui, c'est quoi, une utopie? Une forme d'utopie? C'est pas une utopie, je pense beaucoup plus. Il y a une réalité qui malheureusement rejeter la peur de l'autre. Il y a une domination, il faut le dire aujourd'hui, il faut le dire, appeler chat par chat, c'est qu'il y a une espèce d'une réalité de la part de l'autre côté. C'est la finance aujourd'hui, c'est l'économie qui s'impose en tant que telle, et on le ressent dans le vécu des gens. Et vous avez vu récemment en France ce qui s'est passé parce qu'il y a un ras-le-bol qui il y a une misère. Une misère que les gens travaillent mais ils n'arrivent pas à survivre. Ouais. Et je pense que c'est le même vécu qu'on peut ressentir en Algérie. Et ce qui me frappe souvent, je ne vous le cache pas, ça aussi ça fait partie d'un devoir de quelqu'un qui écrit, d'un poète, c'est de ressentir je vois beaucoup de gens qui font de la modicité, qui font de l'erie. Ça, c'est un truc qui me frappe énormément, qui m'interpelle énormément. Un peu de poésie dans ce monde brut, Hamid Larbi. Vous écrivez « Aimer, méditer, s'enivrer de passion, se sentir flegmatique, une légèreté de l'instinct, la splendeur de l'essence, passionné par une romance, fantasmée à ses clartés, d'un temps écarté. Parmi les imaginées pénétrantes surgissent des harmonies immémoriales. Paisiblement, l'esprit survole chaque regard du subliminal, la lueur et les magies d'aimer, rien n'est lu de l'âme pour les nommer des flammes. À un moment donné, je vous le disais bien avant le début de l'enregistrement de l'émission de ce soir, n'oubliez pas, question réaction cultureclub@ontv.dz. Il est question d'apaisement, puis à un moment donné, surgissent des mots et des métaphores qui nous rappellent à la douleur. La douleur, elle est en permanence parce qu'on ne peut pas s'en passer. Je pense que moi, la douleur que j'ai vécue, c'était la première, c'est le déchirement que j'ai vécu, c'était de m'exiler, de partir, de tout laisser en Algérie, de partir, qui a été une période, un passage à vide très, très, très douloureux. Donc cette douleur, elle est là, qu'on ne peut pas effacer parce qu'on refait sa vie mais on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Mais je pense que... Il y a une reconstruction possible. Il y a une grande... Je pense que la poésie m'a permis, l'écriture et la lecture, surtout aussi beaucoup plus la lecture, m'ont permis, si vous voulez, une certaine mutation que pour arriver à avoir d'une manière... de penser, de vivre. C'est ce qui m'a permis justement, c'est une forme de thérapie. Donc la lecture et l'écriture, ça a été beaucoup plus une mutation qui m'ont donné cette mutation de façon de penser, de vivre mon quotidien et mon vécu, de se projeter, de rêver aussi, d'avoir des projections sur des rêves. Je pense qu'une société aussi qui ne rêve pas ou une personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui est morte. Alors, Hamid Larbi, Lettres sans l'ombre, je rappelle, aux éditions APIC. Et vous écrivez un peu plus tard, il y a un désert là-bas, sans sable, un océan sans vagues, un firmament sans espérance, un âtre de dunes. Il y a la guerre là-bas, silencieuse et misérable, avec des apparences nues suspendues au ciel. Vous voguiez entre l'espoir et son contraire, l'obscurité et l'aurore, la jouissance et toujours et encore la douleur.
C'est une chose incroyable quand vous écrivez « Le plus bel océan est celui qui n'a pas été traversé. Les plus belles aurores sont celles qui n'ont pas été vécues. Affranchir la réticence de la décence, la résignation de la souffrance, la foi de la joie et l'extase de l'instinct. » Là, vous êtes réellement dans une forme de méditation et de verticalité. Ben, en permanence, parce que j'essaye comme vous le disiez tout à l'heure, j'essaye toujours de sortir de cette façon d'avoir une vision personnelle dans mon écriture. J'ai cette préoccupation souvent de me dire, voilà, si j'écris, c'est que j'arrive à partager les mêmes sensations, parce que ma démarche est toujours, c'est dans le partage, de partager les mêmes sensations, les mêmes interrogations, les mêmes angoisses avec d'autres personnes, que ce soit dans l'environnement dans lequel je vis, que ce soit dans... Et d'où la quête aujourd'hui, on me dit souvent traduire, on dit souvent traduire c'est trahir, mais j'ai été traduit... C'est la belle trahison, hein, la trahison jouissive, parce que c'est dans les jeux de langue que la jouissance surgit. Exactement, mais surtout, ça me permet de partager encore une fois des sensations, des interrogations avec d'autres gens à travers d'autres langues qui ont été déjà, que vous avez citées tout à l'heure, à travers les recueils qui ont été traduits déjà. Alors, la sérénité et l'apaisement sont-ils réellement possibles dans votre ouvrage? Je le rappelle, l'être sans l'ombre. Eh bien, je pense que oui, à un moment donné, à la page 17, quand vous écrivez « Un instant de plus, quelques mots magiques, des couleurs entremêlées, des mélodies qui font vibrer le corps et le cœur. Écoutez ces voix exaltées. » C'est ça la jouissance de l'écriture et le partage avec l'autre, donc justement dans un langage accessible et fluide surtout. Fluide et j'allais dire d'espoir beaucoup plus, parce que je m'inscris toujours dans une perspective de me projeter dans l'espoir, dans l'optimisme. D'ailleurs, il y avait un écrivain qui disait, qui a écrit, Berninos je crois, qui disait... on lui a posé la question, c'est quoi l'optimiste? Il lui disait, l'optimiste c'est un imbécile heureux, le pessimiste c'est un imbécile triste. Donc moi je m'inscris beaucoup plus à l'optimiste que le pessimiste. Il y a également cette solitude dans cet ouvrage, Hamid El-Arbi, la solitude, encore et toujours. La vie rythmée de pas répétés, une quotidienneté lassante, un bruit assourdissant, autour d'un silence dissonant, replié dans son recoin, se sentir isolé du monde, être seul dans son océan, se sentir entouré sans reprendre son souffle, vivre dans la solitude de la société. Ça vous résume ça, ou c'était juste un moment de non, ça me résume. État d'âme Non, c'est un état de fait qui a été vécu, je dirais moi maintenant, mais à un moment donné, c'est une réalité. D'ailleurs, on retrouve notre équilibre à un moment donné dans notre solitude. Contrairement, c'est paradoxal à l'être humain, parce que on a envie d'être avec l'autre, mais en même temps, des fois, on a cette sensation. La solitude nous permet beaucoup plus d'avancer dans notre réflexion intellectuelle que quand on est avec l'autre. C'est une sensation. Donc, c'est le paradoxe de l'humain, c'est-à-dire, il a cette envie d'être avec l'autre, mais en même temps, on a souvent ce vouloir de s'extraire, de s'échapper, d'être ailleurs, d'être dans son univers magique, dans son univers imaginaire qui nous permet justement d'avoir des sensations différentes quand on le vit dans le réel. En quoi les approches et les univers de Al-Askri Metref et les caricatures de notre Gips national ont-ils pu dialoguer justement avec vos tourments, vos questionnements, vos extases et vos jouissances? Je pense d'abord pour Al-Askri Metref, pour moi, et je le dis en toute sincérité, et il le sait très très bien, ça a été un honneur pour moi que Al-Askri Metref accepte. Quand je lui ai envoyé les poèmes, il a de suite répondu en disant... Il était également dans le doute, lui aussi. Il était dans le doute, mais vous le connaissez mieux que moi. Il vous a fait entrer dans ce fameux cercle de poètes malheureusement disparus. J'ai beaucoup de respect, c'est un intellectuel accompli pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc quand il a fait, il m'a beaucoup honoré par rapport à mon parcours et par rapport à ce qu'il a dit sur ce recueil. Et quant à Gips, alors comme vous l'avez
vous devez l'avoir remarqué dans les précédents recueils, j'ai toujours cette quête de partage avec d'autres artistes. Je pense que la poésie a le devoir de ne pas se livrer dans une espèce de performance intellectuelle individuelle, mais j'essaie toujours, comme les précédents recueils, que ce soit ce chant de mots avec des photographes, dans Furtif Instant avec Vous avez toujours dialogué avec des créateurs. Je cherche toujours de partager beaucoup plus des espaces à travers le livre, d'essayer de s'exprimer, ce qui a été une rencontre du bonheur avec notre ami Gibbs, que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas Alger, mais je pense qu'il est pour moi, des caricaturistes algériennes qui ont une plume vraiment extraordinaire. Voilà, que j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Et votre source d'inspiration et d'écriture reste toujours encore l'âme humaine, souvent tourmentée, souvent dans le questionnement, souvent dans le doute et parfois quelques lueur d'espoir. J'ai toujours cette lueur, comme je disais au départ, au début de cette émission. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux thématiques qui me marquent énormément. Je dirais même beaucoup plus, mais deux thématiques, c'est l'humain et la nature. Donc l'humain d'abord parce que je vis dans une société où je suis un humain et que les autres, j'ai une reconnaissance à cette nature, à cette planète qui m'a donné la possibilité d'exister, que je pense qu'on n'est pas conscient aujourd'hui, qu'on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire et qu'on aura du mal à laisser à la future génération une terre ou une nature qui est préservée. Le départ, la fuite et la solitude. Avant de refermer votre ouvrage, je le rappelle, Lettres sans l'ombre de notre ami, donc je le rappelle encore une fois, Hamid El-Harbi, vous écrivez « L'inspiration embellie par cet astre qui se confond avec le soleil. L'air est éphémère, vulnérable et adorable. Des vies qui s'enfuient, laissant les délires perdus. Est-ce folie de l'aimer, un caprice d'effleurer son secret, elle brille une seule fois si précieuse, quand le désir renonce, l'évasion est une élégance. » Voilà, c'est en vente libre chez les bons libraires, ça vient tout juste de sortir, celle bien sûr, l'actualité de notre ami Hamid El-Harbi, Lettres sans l'ombre, avec une préface de notre ami Alsqi Metref avec des caricatures de notre Gibbs national, c'est paru aux éditions, je le rappelle, APIC. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau, Hamid El-Harbi. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@untv.dz. Bonsoir Salima Abada. Hello. Sensible à l'écriture en général et la poésie dans tout ça? Ben, j'en ai beaucoup écrit, hein, Oui. quand j'étais jeune. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, vous êtes passé à une autre étape où... L'application de la poésie, pratique, le côté pratique. Dans l'écriture, bien sûr, musicale, oui. Faut-il également rappeler à ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas, chose qui m'étonne au passage, vous avez été pendant longtemps la chanteuse du groupe Contraste, en particulier à travers une chanson, Les Algériennes, où on vous sent presque aérienne, marchant dans les rues d'Alger, à pied, et on retrouve également cette thématique de la liberté dans pratiquement tous vos rôles. On parlait bien sûr du film que vous avez joué avec Malzaq Aloueche, pas besoin de le présenter, Bablouet City, encore une fois, Omar Gatlato, hein, film, une pièce maîtresse de notre cinéma, et également l'une de vos interprétations récentes dans l'un des derniers films de Sofia Jama. La liberté, toujours et encore, la femme aujourd'hui, pendant des années, hein, la femme, on l'a vu dans le cinéma algérien comme femme objet, mais avec vous, on ressent réellement cette envie de dire, la femme est avant toute chose sujet. Oui, donc, mais après, sincèrement, quand on me propose un rôle, que ce soit pour Enquête au paradis ou le rôle de Sophia pour Les Bienheureux, je ne prends pas le rôle de cette manière-là. Après, oui, il y a des rôles qui restent plus intéressants que d'autres, mais je ne sais pas, c'est un intérêt qui est beaucoup plus personnel, cinématographique, plus que... je cherche pas trop à me dire, oui, ça c'est pour la liberté de la femme ou autre, parce que je pense que déjà... Mais c'est également des rôles qui vous ressemblent, qui vous me parlent en premier lieu. Mais je pars de l'idée que déjà faire des films en ce moment, pour une aventure périlleuse. Exactement. Donc déjà, c'est quelque part affirmer notre liberté artistique, cinématographique ou musicale ou autre. Donc pour moi, là déjà, on a mis un point sur un sujet assez important. Et après, le film ou l'œuvre fera le reste. Mais la femme n'est pas du tout victime, que ce soit dans vos chansons, mais également dans tous vos rôles. C'est la raison pour laquelle je vous parle de cette liberté. J'ai l'impression de relire quelques personnages de
de Amin Zaoui, où la femme n'a pas du tout honte de ses désirs, de ses fantasmes, de ses plaisirs, en fin de compte de son corre. Exactement. C'est la femme, j'ai envie de dire, c'est la femme d'aujourd'hui et la femme d'avant. Hein. Donc, faut se dire les choses. La femme n'a pas changé. Peut-être qu'on a évolué avec le temps, mais la femme des années... moi, je ne la trouve pas vraiment différente, la femme des années 30 ou 50, donc la révolutionnaire, et la femme de maintenant, sincèrement. Après, il y a on va dire quelques courants sont passés par là pour changer un peu sa manière de voir les choses. Parce que quand on dit une femme, il y a la mère, il y a la sœur, puis on voit tout de suite le foyer. Quand on parle de femme, on parle de foyer. On a également essayé de l'enfermer que dans cela, alors que la femme... Elle a accepté, à des moments. Il faut se dire les choses. Donc la femme est victime d'une société matriarcale. Et responsable. Ouais. Et responsable. Nous avons notre part de responsabilité, il faut se dire... C'est pour ça que je vous parlais de la femme victime d'une société matriarcale et non patriarcale. Oui, non, mais c'est la maman. C'est la maman qui... Et dans la transmission... Ah oui, non, mais complètement, on est... je pense que même Falah est d'accord sur cette théorie-là. Oui. Non, mais je regarde pour voir, est-ce que je ne dis pas de bêtises. Mais oui, complètement. On est responsable de ce qui nous arrive, quoi qu'il arrive. Voilà. Le choix de ces rôles, par exemple, dans Enquête au paradis, on a vu l'affiche il y a seulement quelques instants, où nous allons à la rencontre de Nejma, si mes souvenirs sont bons, cette jeune journaliste qui essaie de traduire l'image véhiculée par les mouvements fanatiques du paradis. Et vous, en tant que journaliste, avec votre collègue, vous allez donc justement dans cette Algérie profonde pour écouter l'autre. C'est également cette autre image et vous essayez de vous défaire de cette Algérie tourmentée des années 90. Même si parfois, comme le disaient certains, le ventre de la bête est encore fécond. Ah, complètement. Ouais. Complètement, parce que ça a été, sincèrement, l'un des rôles qui m'a été le plus difficile à tourner. C'est un rôle de composition. Hein. Rôle de composition, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui étaient en face de moi jouaient leur propre rôle. Donc, l'interview que je faisais, moi, je jouais un rôle, mais j'avais, par exemple, en face de moi Maïssa Bey. Maïssa Bey qui jouait son propre rôle de femme d'écrivaine. Faut-il dire qui est Maïssa Bey? Voilà, donc, on préfère... D'une auteure, d'une beauté, d'une bonté et d'un don dans l'écriture. Bleu, blanc, vert, je me rappelle très bien un hommage à son père. Entendez-vous dans les montagnes, lorsque mon cœur est mort. Je ne sais pas si vous l'avez lu, quand la femme parle de l'assassinat de son fils, qui a été confondu avec le fils d'un commissaire. L'histoire habite justement et meuble tout le parcours de Maïssa Bey jusqu'à son dernier roman sur lequel nous reviendrons très bientôt ici. Et puis, humainement, c'est une grande dame, je veux dire, voilà. Donc, ces gens-là jouaient leur propre rôle. Et puis, il y avait des personnes lambda à qui je posais la même question, comment percevaient le paradis. Et je recevais des choses. De temps en temps, je regardais Merzak pendant le tournage, dans le sens, aide-moi, quoi. Là, je vais éclater, je peux pas ne pas répondre. Et il me fait... Donc j'ai dû contenir beaucoup de choses, sincèrement. Et d'ailleurs, j'étais contente quand fin décembre, j'ai reçu le prix d'interprétation pour ce film, parce que je me suis dit, enfin... Hors de nos frontières, malheureusement pas encore diffusé chez nous. Qu'est-ce qui dérange d'après vous? C'est la thématique, c'est l'écriture, c'est certainement pas le réalisateur. Aujourd'hui, il n'a absolument rien à prouver, Merzak Alouache. C'est peut-être, encore une fois, cette Algérie post-année des décennies noires. Peut-être, on ne veut pas en parler. Je veux dire, on a beaucoup plus de facilité à parler de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance. Mais il y a des séquelles, il y a des blessures et des violences terribles. Qui sont là et qui sont présents et qui ne seront pas encore réglées si on décide parce qu'on a décidé de déchirer cette page du jour au lendemain et non pas de la tourner. Je veux dire, ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et puis voilà, à un moment donné, je pense qu'il faudra faire quelque chose. À travers ce film-là, mais également, surtout à travers ce rôle, je le rappelle, Enquête au paradis, vous avez essayé de nous donner, ou du moins donner au monde, ces visions diverses de l'image du paradis, mais malheureusement véhiculées par le mouvement wahhabite, etc. Quelle est aujourd'hui votre image du paradis? Ah là là, on me l'a déjà posé, et je vais peut-être étonner plus d'un, mais sincèrement, je n'y pense pas. Mais vraiment. Après, comme j'ai reçu plein de réponses... Parce que j'imagine qu'on vous a posé la question, lorsque le film a été projeté, que ce soit ici. J'y pense pas, Karim. Sincèrement, j'y pense pas. Je me dis que j'ai beaucoup de choses à faire ici, sur Terre. Ici et maintenant. Ici et maintenant, exactement. Ouais. Ici et maintenant. J'aime pas faire des plans sur 10 ans, où je sais même pas ce que je ferai l'année prochaine. Donc, voilà. Le plus important pour moi, c'est de faire les choses ici.
Et puis, pour le reste, ça viendra. On avait parlé également d'un autre film qui a eu énormément de succès ici, mais également hors de nos frontières. C'est Le Bienheureux de Sophia Djama qui sera bientôt des nôtres. Elle a été, excusez-moi du terme, lynchée, mais d'une façon, d'une violence terrible, mais des critiques stériles, bêtes et méchants, tout simplement parce qu'elle parlait de liberté, de langage, de la jeunesse algérienne aujourd'hui, qui se débat dans ce problème identitaire où la violence est également omniprésente. Comment est-ce que vous expliquez cette violence de plus en plus importante vis-à-vis d'abord de la femme? Avant d'aller à la femme, je pense qu'on est avant tout victime, si je peux dire, entre guillemets, de l'absence de notre cinéma algérien. Donc ça, c'est notre thématique. Hein. Non, mais sincèrement, parce que je vois ça pendant les débats, quand on regarde un film algérien, chaque spectateur ou téléspectateur essaie d'extrapoler ce film-là, cette fiction, qui est purement une fiction, sur sa vie de tous les jours, sur sa société. Donc dès qu'il y a un gros mot, non, c'est pas un mauvais film, enfin c'est un mauvais film. Dès qu'il y a une femme, voilà, qui, je ne sais pas, on a encore. Mais on oublie juste que c'est une fiction. Que c'est une fiction, et puis même si qui s'inspire de la réalité. Même si c'est inspiré de la réalité, ce n'est pas peut-être la mienne, mais c'est celle de la réalisatrice ou celle d'une personne lambda. Donc on n'arrive pas encore à se détacher du film en se disant que c'est juste une fiction et que ça ne reflète pas elle ou moi, et que c'est une histoire, comme un roman, comme une chanson qu'on chante. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je pense qu'on est victime de ça. Si on était plus habitué à regarder les films, quand on se tourne vers les films, j'ai envie de dire les films américains, il y a... Allez, on va dire plus de 1000 films qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale, qui peuvent être critiqués ou non, mais que personne ne dit non, à ce moment-là, on n'était pas, je sais pas moi, ils disaient pas de gros mots. Moi, en fait, je me pose plus ce genre de questions quand j'ai vu ce qui est arrivé à Sophia Djama. Ouais. Je le disais, hein, c'est triste. Mais des critiques d'une violence terrible, oui, et puis stérile, sans fondement, bête et méchant. C'était juste gratuit. Qu'on aime ou on n'aime pas le film, ce film... Nous, on a aimé, je tenais à le dire. Voilà, tant mieux. On peut ne pas aimer, il peut être critiqué, mais qu'on puisse recevoir des critiques positives, quoi. Non, elles peuvent être également négatives, mais constructrices. Non, non, mais voilà, avec un véritable langage, un véritable discours. Vous comprenez pourquoi elle est là, voilà. Voilà, donc c'était pour dire constructif. C'était pour dire constructif. Aujourd'hui, vous me parlez donc justement de liberté, de ce qui pourrait choquer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, vous, en tant qu'actrice, chanteuse algérienne? Que faudrait-il faire pour justement décoloniser ou libérer le cinéma algérien? Nous laisser faire notre cinéma, en fait. Nous faire confiance, mais sincèrement, hein, parce qu'on n'est pas là pour choquer. Moi, on est aussi là pour choquer. Hein. Oui, mais éveilleur je veux de conscience. on ne va pas se dire je vais écrire une chanson ou je vais écrire un scénario, j'ai envie de choquer 2 millions de personnes. On ne fait pas ça pour ça. Ouais. On fait ça parce que moi, personnellement, j'ai envie d'être témoin de ma génération. J'ai pas envie de marquer mon passage sur cette terre, mais j'ai envie d'être témoin. Demain, on saura, on connaîtra ma position à travers les films que j'ai décidé de faire, à travers les chansons ou les textes que j'écris. C'est aussi simple que ça. On n'écrit pas pour choquer, mais bien sûr qu'on va en choquer plus d'un. Parce que ma vision n'est pas la... C'est ça le rôle de la culture. Hein. Mais ma vision n'est pas la même que la tienne ou que la tienne, Karim. Donc, mais je n'aime pas quand on dit oui, choquons ou casser les tabous. On n'est pas là pour ça, Karim. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler des choses qui me touchent plus profondément, qui m'énervent, qui me mettent en colère, qui me rendent heureuse, que ça soit de l'amour ou du terrorisme, ça peut être tout et n'importe quoi. Et si ça doit en choquer plus d'un, eh ben, j'ai envie de dire, tant pis. Alors pour les bienheureux de Sophia Djama, mais également En quête au paradis, ce sont des femmes qui vous ressemblent? Oui. Libres, libérées de toute contrainte sociale, religieuse. Sincèrement, en étant algérienne et en grandi dans cette société, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas... Je ne sais pas si je peux dire libre de toute contrainte. Pas d'accord avec libre de toute contrainte. vous disiez quelque chose, Farah. Tu disais J'étais pas, non, je sais pas, je sais pas si je dois répondre à la place de Selima, mais libre de toute contrainte sociale et tout, non. Moi, enfin, en tout cas,
On n'a pas grandi vraiment comme ça. Bon, après, on a des choix qu'on assume parce que c'est des choix réfléchis avec du recul et tout ça qui peuvent être interprétés comme de la liberté alors que voilà, c'est des choix de vie. Mais libre de toute contrainte sociale, religieuse, non. Même en 2019, aujourd'hui, je disais que le cinéma ou la littérature, la culture en général, est également là pour secouer certains esprits après, voilà, et certaines oreilles chastes. Ça dépend des volontés de chacun. Ouais. Parfois, on a envie de faire de la culture, mais qui ne violente personne, qui fait du bien. Ou non, elle n'est pas seulement synonyme de voilà. violence. Donc ça dépend. Je parlais d'éveil de conscience, pour faire évoluer justement les choses après avoir eu à subir cette Algérie terrible des années 90. Vous aussi, vous êtes également, j'imagine, dans cette optique, lorsque vous avez réalisé votre premier film documentaire avec cette artiste Souad Douibi. Il s'appelle Je suis là. Voilà, mais c'est une artiste également qui dérange plus d'un, ma chère amie. Oui, oui, Ouais. effectivement. Effectivement, moi, c'est une artiste qui m'inspire beaucoup. Moi, quand je l'ai découverte avec je la connaissais depuis quelques temps. Plasticienne. Voilà. Elle est peintre aussi, elle fait énormément de choses. Et puis, il y a cette performance artistique qu'elle a fait dans les rues d'Alger, qui s'appelle, en fait, elle marchait dans la rue, elle écrivait Imra'a, qui veut dire femme, un peu sur les murs, enfin voilà, un peu partout. Et ça a provoqué... une onde de choc. Voilà. Surtout sur les réseaux sociaux, elle ne s'attendait pas à recevoir autant d'insultes. Elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Les gens enfin, voilà. Moi, j'ai assisté à ça dans un premier temps. J'étais très contente de la voir faire ça parce que on n'a pas l'habitude, les Algériens n'ont pas l'habitude de voir une performance artistique dans la rue. On n'est pas. Elle a investi la rue. Elle a investi la rue. Le jeu et le lieu. Exactement. Ouais. Donc moi j'étais très heureuse de voir ça dans un premier temps et parce que c'est une femme aussi. Et puis donc dans un deuxième temps je découvre un peu la réaction sur les réseaux sociaux. Et là c'est un sujet qui m'a énormément attirée, et je voulais un peu montrer son combat. Et l'histoire c'est qu'elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, malgré toutes les contraintes que ça a engendré dans sa vie familiale, sociale et tout ça, elle continue parce que voilà, elle croit vraiment en ce qu'elle fait. Et c'était important pour moi de le montrer à l'écran. Et puis j'étais très heureuse de voir le film voyager, mais aussi de voir son combat voyager, parce que les rares fois où je suis partie et j'ai accompagné mon film, et les gens posaient énormément de questions sur elle, ce qui me faisait énormément plaisir parce que c'est un vrai combat qu'elle mène, enfin qu'elle a mené, et souvent, voilà, on ne se rend pas compte du Mais courage. vous portez ce combat avoir. à travers ce film-là. Oui, j'essaie, mais en tout cas, le courage qu'elle a, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui vous a interpellé en premier lieu? Ce sont ces univers tourmentés, également constructeurs, parfois également déconstruits, ou c'est elle, tout simplement, sans explication aucune? Oui, c'est elle. Donc c'est une fille qui est très douce. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. Tout à fait, exactement. Elle est très souriante, très douce. Et puis dès qu'elle... Non, j'ai l'impression qu'elle est habitée par un autre esprit lorsqu'elle est sur scène. Hein. Exactement. Oui. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps ensemble avant qu'on tourne le film pour m'approcher un maximum de mon personnage et tout ça. Et elle m'a dit, écoute, pendant la performance, au début de la performance, je vais vous faire un signe, personne ne me parle. Je ne veux plus aucune communication aucune entre nous, interaction. quoi qu'il arrive. Du début à la fin, jusqu'à ce que je vous fasse signe et que c'est fini. Donc voilà, du point A au point B, ce qui est assez long parce qu'on a fait tout Alger jusqu'à quasiment Bablouette. Quartier populaire et populeux, faut-il le dire à nos téléspectateurs. Et tout ça, donc c'est elle qui choisit son circuit. Notre quatrième invité habite également Bablouette. Hein. Il a habité. Voilà, habité. Un quartier, un véritable meeting pot. Hein. Oui. Et... non, je vous en prie. Oui. Et voilà, donc effectivement, dès qu'elle entre dans son personnage, ce n'est plus la Souad qu'on connaît, qui est souriante, très douce, très solaire et tout ça, mais qui est cette femme combative, courageuse, que rien n'arrête. Comment est-ce que vous expliquez que c'est encore un film documentaire qui a été regardé, acheté, et pour lequel on vous a décerné je ne sais combien de prix, hein, qu'il ait de la visibilité et un écho très important hors de nos frontières et pas chez nous? Comment est-ce que vous le vivez-vous en tant que faiseuse d'images aujourd'hui en 2019 je m'y préparais un peu parce que je suis les vies des films qui sont déjà faits, comme Faire un en point, comme
les films de Karim Moussaoui. Enfin voilà, j'avais déjà un avant-goût de ces films-là qu'on voit pas. Ce qui est dommage parce que parfois quand je rencontre des gens qui vivent en Algérie, quand je leur demande « mais il y a ce film que tu devrais voir », on me dit oui, mais on le voit où? Bah, je suis désolée, je peux pas, je sais pas. Je sais pas où est-ce que tu pourrais le voir. Moi, j'ai peut-être eu la chance de le voir à une avant-première. J'ai peut-être eu la chance de le voir parce que j'ai voyagé. C'est la même situation pour les pièces de théâtre et pour certains films, je tiens à vous le dire. Hein. Au-delà des avant-premières, c'est une situation terrible. C'est ce que me disent tous ceux qui viennent nous rendre visite sur ce même plateau. Je vais revenir, si vous permettez, à votre sœur. D'abord, à la... Je tiens juste à dire qu'il est quand même passé au RCB, à Béjaïa, aux rencontres cinématographiques de Béjaïa. J'étais très très contente qu'il passe là-bas parce que j'aime beaucoup ces rencontres. Il est passé à Souk Ahras et à Annaba. Voilà, il y a eu des festivals qui l'ont entendu, qui l'ont écouté ce film-là et qui l'ont, enfin, ça leur tenait à cœur de le faire passer à ce festival et que je remercie. Mais voilà, donc après il n'y a pas de projection spécialement où les gens peuvent le voir, je sais pas, à la cinémathèque. Et vous le vivez comment ? Ça ne me démotive pas pour le reste, en tout cas. C'est le plus important. Produire pourquoi et pour qui? Pour moi déjà, parce que c'est important de s'exprimer. C'est ma forme d'expression. Voilà, Salima, elle a choisi la chanson. Non, elle est plurielle. C'est tout ça, voilà. Et moi, pour moi, c'est ma force, c'est ma forme d'expression. Donc, dans un premier temps, c'est quelque chose que je le fais par besoin. De m'exprimer, enfin derrière, de réaliser quelque chose. Je suis derrière la caméra et que j'essaie de capturer des moments, des instants authentiques, parce que dans le documentaire, c'est pas de la mise en scène. Et puis, pour tout le reste, pour moi, c'est du bonus, on va dire. Donc, dans un premier temps, c'est un besoin de le faire, et que après, si les gens arrivent à le voir et tout ça, c'est du bonus pour moi. Est-ce que vous êtes consciente, et l'une et l'autre, vous êtes dans une forme de continuité, d'abord du travail qu'a accompli votre père, qui était d'abord journaliste à la télévision algérienne, puis après DG, qui a été assassiné DG de la radio, de la télévision, pardon, mais qui lui également été dans la construction des images et de l'ouverture des esprits. Vous aussi, vous êtes et l'une et l'autre, et même votre troisième sœur qui se trouve être journaliste à Canal Algérie. Vous êtes réellement aujourd'hui dans cette continuité. C'est une forme de résistance et d'hommage également au travail qu'a produit votre père. Est-ce que Je pense que les réponses vont être différentes. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans cette continuité. J'ai même limite fait un refus à un moment donné. Donc, je ne voulais pas être journaliste. C'était pas possible pour moi. Mais toutes les trois être dans l'image. Toutes les trois. Voilà, oui, ça c'est inscrit dans votre ADN, je pense. Ça c'est assez drôle. On a grandi avec beaucoup de cassettes vidéo que notre père ramenait à la maison, et puis on a grandi avec beaucoup d'images à la maison, et ça nous amusait beaucoup. Ça fait partie de notre enfance. Donc je pense que ça a beaucoup participé à ça. Et puis on a beaucoup vu aussi, on a souvent été dans des studios comme ça. Vous avez grandi au sein de la télévision. C'est ça, on a déjà vu comment ces émissions donc il vous a conditionné Oui, peut-être. Oui, peut-être. C'est peut-être ça. Après moi, c'est vrai que j'ai cette envie que le nom Abada se soit perpétué d'une certaine manière. C'est pourquoi je parlais de continuité et de transmission. Parce qu'on est trois sœurs, on est trois filles, il n'y a pas de garçons. Donc, les trois filles du docteur Abada. Voilà. Alors, n'oubliez pas, question réaction cultureclub@tv.dz. Avant d'aborder notre quatrième invité, une question avant de revenir très brièvement sur Salima Abada. Quel regard, franchement, aujourd'hui vous portez sur les rôles et sur la carrière de Salima Abada en tant que chanteuse d'abord, mais en tant également en tant qu'actrice, hein. En tant que chanteuse, j'ai hâte qu'elle continue parce que là, l'album solo, on l'attend. Hein. Elle a marqué un arrêt. Ouais. Et là, j'ai hâte. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui, quand ils la revoient, alors c'est quand tu chantes, c'est quand tu fais. Donc là, je suis dans une sorte de manque de musique de Salima. Et puis, par rapport à sa carrière, elle sait très bien. De toute façon, je lui dis à chaque fois ce que je pense de ce qu'elle fait. Moi, je suis très fière d'elle. De toute façon, dans la maison, on est très fiers d'elle par rapport à ce qu'elle accomplit. On la suit. Dès qu'elle passe une émission, sachez que voilà, il y a tout le monde qui est là pour les avant-premières, pour ces festivals, dès qu'on peut partager une information. Alors là, pour le prix qu'elle a eu dernièrement, on était extrêmement heureuse. Quand on dit on, je parle de ma mère et de ma grande sœur aussi, Nabila, parce que voilà, on est toutes les trois. La Sarle Abada.
Alors, vous avez entre autres tourné avec celui qui a fait pratiquement, qui a convoqué toute sa famille, Khouya, Khti, Yanis Koussim, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Et vous avez également tourné avec lui dans Khti, Khouya, pardon. Oui. Voilà, pour vous dire que c'est un peu... voilà, on va voir juste un petit passage pour aborder les 15 dernières minutes de l'émission de ce soir. Regardez. مساء الخير. C'est la deuxième fois qu'on a raté le match à la Diallo. كرهت. خاطر هذه ما مسيتش من بعد تحبسوا. لو كان دخلتي بكري ما يصرى والو. يا ورحمة باباك اللي راهو تحت القبر. غير كي يجي خوك ونقول له باللي راكي مع ديتنا وتشوفي هو ينطقك. يما روحي قولي له ما تفكش تخليه يدير مشي يحب. مساء الخير. دخلت الاخرى؟ ايه وليدي راك جيعان. قولوا لي موجدوا لي الحليب. دوك نروح نوجدوه لك. هو ما يوجدوه. خليه انا نروح. خويا واش راك؟ نقول لك سلام. قالوا لي قعد سمانه وحده نعرفها تقرا معها. Voilà, donc juste un petit passage, je le rappelle encore une fois, du film de Yanis Koussim. On attend toujours le long métrage, hein. Mais là c'est un long débat que nous provoquons très bientôt parce que l'année est encore longue. Là il est question de violence contre la femme dans l'espace familial, Salima Hamada. Exactement, hein. Donc c'était c'est tiré d'un fait divers d'ailleurs. Je me souviens qu'il m'avait raconté ça, joué par Nabil Asli, et je tiens juste à préciser, enfin le frère interprété par Nabil Asli, pendant la semaine du tournage, je lui parlais pas à Nabil, je n'arrivais pas à le regarder. Ah, oui, le frère violent. Ouais, il jouait le rôle interprété également par la regrettée Sonia. La Hemha, oui. Alors j'ai beaucoup d'affection pour ce cours parce que c'est le premier que j'ai fait. Enfin, c'était le petit pied que je venais de mettre dans le cinéma. Et puis, premier jour de tournage, première, comment on dit, quand tu donnes, voilà, première réplique. Ouais. Avec Sonia direct, quoi. Donc mise avoir un monstre sacré face à soi. Et donc elle m'a donné plein de conseils, Rahma, mais vraiment j'en garde un très 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 joli souvenir. Ouais. Voilà, donc luttant toujours contre toute forme de violence. D'autres thématiques à aborder après avoir consacré bien sûr ce film documentaire à cette artiste algérienne Souad Ouibi. Une thématique qui me tient à cœur, c'est justement la décennie noire. Qui, je pense, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, que c'est justement une partie de nos vies qu'on a vécues et qu'on a peut-être un peu trop vite oubliée. Et c'est pour moi assez important de revenir sur ça et de faire une sorte de travail de mémoire pour se rendre compte un peu de ce qu'on a vécu. Quelques films également qui ont eu beaucoup de prix. Il y a eu Le Menara de Belkacem Hajjaj, il y a eu Rachida de Chouir Douarnessa, entre autres. Et également, ça va être du documentaire. La place de la femme dans le milieu des images, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dernière question, à travers les vôtres également sur cultureclub@20tv.dz. Bah, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué pour tout le monde. C'est encore une fois cette équation à plusieurs inconnus. De l'image, que moi, j'ai pas l'impression que ce soit plus dur pour moi parce que je suis une femme que pour quelqu'un, que pour un garçon. Parce que j'ai l'impression qu'on est confronté aux mêmes difficultés. Je parle de ce milieu-là, du documentaire ou du cinéma. Quand je parle de ça, je parle de la production, de tous les moyens qu'on pourrait avoir, de toute la confiance qu'on peut mettre sur nous pour qu'on puisse réaliser nos projets. Donc pour moi, il faut que tout le monde se mette à l'ouvrage pour qu'on puisse faire bouger les choses, que ce soit les femmes ou les garçons. Alors si des femmes se sentent pas assez bien pour le faire, alors là... Mais le milieu est organisé aujourd'hui ?
malgré tout ça, malgré tout... On essaye du moins, on essaye, ouais. Vous savez, Hamid Larbi me dit, moi je connais Salima Abada en tant qu'actrice, mais pas en tant que chanteuse. Rien que pour vous, juste un petit passage de sa chanson, Les Algériennes, chanteuse, je le rappelle, leader du groupe Contraste. Regardez, puis après il sera question de musique à travers El Behja, une autre déclaration d'amour pour Alger, la Blanche. Regardez. Les Algériennes, elles sont belles et pas belles, comme des étincelles, elles sont fières de leur dentelle. Se mettant des barricades, tout le temps cherchant des parades, pouvant même être indomptables. Et elles peuvent être manipulatrices, calculatrices, révélatrices quand elles sont pas tordues de Paris. Sœurs jumelles, des hirondelles en sachant rester naturelles, enivrantes, insolentes, désespérantes et blessantes, briseuses de cœur craignant le creux de 4 heures. Et elles peuvent être capricieuses, méchantes, généreuses, arrogantes, quand elles sont pas emmerdantes et craquantes. Des femmes d'affaires, des mégères, mères en galère, en colère, élevant leur chair en restant solidaires. Protagonistes et bourgeoises, révolutionnaires et sournoises, craignant la mort. Voilà, l'entreprise des 3 sœurs Abada ne connaît pas la crise. On a vu les 3 sœurs, bien sûr, dans ce clip. Voilà, les Algériennes belles et rebelles. Merci beaucoup d'avoir fait une halte sur notre plateau. Un grand bonsoir à notre 4e invité, qui lui aussi est né à Bab el Oued, ce quartier populaire et populeux qui a été, comment dire, une scène musicale extraordinaire, qui l'a nourri, qui l'a presque conditionné. Monsieur Mkachiche, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Je le disais au sommaire de l'émission, un génie, un prodige. C'est moi qui le dis. Hein. En particulier après avoir écouté d'abord, avant d'organiser cette émission, je suis revenu vers un autre CD, un autre projet qui s'appelle Madar. Voilà, cet échange entre l'Algérie et la Belgique. Hein. Ouais. Mes souvenirs sont bons. Et là, vous êtes de retour avec Behja également, peut-être un hommage à cette ville qui vous a vu naître et qui vous inspire. C'est une inspiration, c'est une source d'inspiration sans fin, me disiez-vous. Faut-il rappeler quelques-uns de vos projets qui ont eu énormément de succès? Kherdin Kashish, pardon. Le grand projet franco-algérien Les Orientales en 2002. En 2017, il y a eu le projet Siwan sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Les Violents pour la paix. Mais on va plus insister sur le murmure de l'Orient, où il y a plusieurs pays qui dialoguent entre, je le rappelle encore une fois, la Tunisie, la Chine, la Belgique, mais également le Maroc. Cela a donné naissance à El Behja d'une beauté, un mariage, un brassage musical extraordinairement important. Merci. Donc voilà, je vais commencer par Murmure ou... On va commencer par le Murmure de l'Orient. C'est votre actualité où nous allons à la rencontre de plusieurs univers à travers 8 plages. Le premier, ça s'appelle Passerelle. C'est justement dialoguer avec l'autre, s'ouvrir à l'autre pour connaître l'autre dans sa différence, également dans ses... on revient aux tourments, mais également aux espoirs qui vous habitent musicalement parlant. Je voudrais juste revenir à la rencontre entre moi et Manuel Hermia, le saxophoniste du groupe. Exactement. En fait, on est 2 leaders sur cet album. C'est le leader algérien, c'est moi, et le leader belge, c'est Manuel Hermia. En fait, on s'est rencontrés il y a quelques années lors du Festival européen à Alger. Il nous a invités à jouer avec lui, à l'accompagner sur un de ses concerts. Ça s'est super bien passé. Quelques temps après, il m'a invité à son projet Le Murmure de l'Orient, parce qu'il avait besoin encore de compléter le Maghreb. Il avait la Tunisie, il avait le Maroc. Et l'Algérie dans tout ça. Ouais. Donc on avait en plus la Chine et la Belgique, voilà, donc c'était un projet qui existait déjà depuis 2 ans, que j'ai rattrapé en cours de marche, voilà. Donc on a tourné avec le projet sur quelques concerts, et puis il m'a dit que sincèrement ça serait bête de s'arrêter là, pourquoi ne pas penser à faire un projet belge-algérien, quoi. Et c'est parti sur Behja.
C'est le Beja, c'est. Ouais. Mais qui a commandé, hein, qui a conditionné le titre hein? Chacun aurait pu parler de son pays ou de sa capitale. On est parti du principe qu'on s'est rencontrés la première fois à Alger, donc Beja. Le Beja, c'est un des anciens noms de la capitale Alger, Mzrana aussi. C'est pas du chauvinisme, hein, ce que je vais vous dire. Mais j'ai comme l'impression que la touche algérienne est omniprésente par rapport à d'autres. Effectivement. Ouais. Sur cet album-là, on est parti du principe musique algérienne mélangée à la musique jazz. On n'a pas vraiment fait de la fusion comme ce que les gens comprennent généralement, mais on est parti du principe de la musique algérienne traditionnelle. Notre terroir, si vous voulez, on a un petit peu marié avec le jazz actuel, quoi. Sur le passage, il y a des compositions qui sont carrément inspirées de la musique andalouse qu'on a héritée à travers... parce que vous avez fait le conservatoire, le Fakharjia, faut-il également le dire, mais vous avez toujours, continuellement, dialogué avec toutes ces musiques du monde, hein, à travers tous les projets que j'ai cités en début d'émission. C'est un petit peu normal parce que comme je l'ai toujours dit, l'Algérie était comme un carrefour de culture, mis à part historiquement déjà les différentes civilisations qui sont passées, les différentes cultures qu'on a, les différentes influences africaines, orientales, occidentales, méditerranéennes, etc., etc. Donc l'Algérie, c'est comme un carrefour où tout se déverse dedans. Donc on est tout le temps en train de chercher des nouveautés, alors que les nouveautés sont juste à côté de nous et qui ne sont jamais exploitées, quoi. Ouais. Donc on est parti de ce principe-là pour faire connaître notre musique à nous et pour essayer de l'exploiter, de l'exporter plutôt à l'extérieur. Comment peut-on écrire, par exemple, passerelle, encore une fois? C'est une forme de métaphore. Hein. Voilà, des ponts construits entre plusieurs pays du bassin méditerranéen. En fait, oui, allez-y. Excuse-moi, je me suis inspiré d'un mode, pas d'un mode, je dirais d'une logique qui existe dans la musique chabi, qu'on appelle bit osiyah. Ça veut dire qu'on passe d'un mode à un mode différemment. Et entre les modes, il y a de la musique. Mais sans trahir l'esprit. Effectivement, je suis parti de ce principe-là. Après, j'ai meublé, parce qu'il fallait... l'idée, elle est là, l'idée de base. Après, il faudrait un petit peu l'actualiser. Donc, on est parti sur un rythme de 7 qui n'existe pas chez nous, carrément. Oui. C'est un rythme très composé, qu'on peut appeler un rythme jazz, quoi. Et puis, voilà, les autres, les gars sont arrivés, et j'étais un petit peu... wow. Vous avez tellement travaillé avec les plus grands artistes, que ce soit en Algérie, mais également hors de nos frontières. Vous me permettez de citer Aziz Sahmaoui, qui est en concert à Paris en ce moment, Jean-Marie Eke, Enrico Rava, Ngayenle, qu'on a également du plaisir à recevoir ici. Comment dire, ces tournées, ces échanges-là, ces mariages, ces brassages vous ont éloigné, j'allais pratiquement dire, non pas de la création, mais de produire votre propre album. Pas du tout. En fait, ils m'ont encore plus inspiré parce qu'au fait, au fur et à mesure que je rencontrais ces gens-là, ces artistes-là, déjà c'était un honneur parce que ces gens-là, ils faisaient déjà partie de la grosse scène internationale, quoi. Tout à fait. Mondialement connu. Paulo Freso, Enrico Rava, Luca Aquino, bon, j'en passe parce que Jean-Marie Eke, que j'ai rencontré dernièrement ici à Alger, lors de la journée du jazz, la célébration de la journée du jazz, qui m'a invité pour le concert aussi. Donc voilà, donc Sylvain Luc, le guitariste Manouche qui m'a invité aussi pour... un autre génie lui aussi, un diable parfait. J'ai eu la chance de connaître ces gens-là à travers les différents projets que je faisais à l'étranger en contrepartie. Donc j'ai tourné beaucoup avec John Hassell, qui est le trompettiste américain, le créateur du jazz électronique pendant les années 60, c'est une légende vivante, quoi. J'ai eu la chance de tourner avec lui 7 ans. Sur pas mal de tournées, on a fait un album qui est sorti chez le label ECM. Ouais. Excusez du peu. Plus besoin de présenter. Ouais, exactement. À travers cet album, j'ai eu la chance d'être le premier Algérien à avoir intégré ce label-là. Vous avez également accompagné cette grande chanteuse marocaine, hein, Amina Alaoui, pendant... effectivement. Pendant 13 ans. Amina, elle faisait de l'arabe andalou. Ouais. Et dans ce groupe, il y avait un percussionniste iranien, un joueur de Tunisien, un journaliste algérien, elle était marocaine. On avait un petit peu rassemblé le Maghreb. Le Maghreb musicalement. Effectivement. Mais il y a également j'aimerais bien qu'on y revienne très brièvement sur Les Orientales, ce projet qui a vu le jour en 2002, qui raconte un peu également l'histoire musicale algérienne, mais celle des années 50, les années music-hall. Effectivement.
En fait, Rinette Loranaise. Effectivement, c'est carrément le répertoire judéo-arabe, je dirais, de l'Algérie profonde, quoi. Dont on ne parle malheureusement jamais, hein, même si les chansons sont toujours chantées, sont toujours d'actualité, ouais. Mais on passe à côté du projet. Ils étaient gardiens de ce patrimoine. Hein. Donc, au départ, le projet a été créé à travers la radio algérienne. Ouais. L'orchestre Accord de la radio algérienne et un groupe qui s'appelait Barriocchino de Marseille. Tout à fait connu. Qu'ils avaient des racines algériennes, c'était des pieds noirs, quoi. Et donc on est parti du principe de renouer un petit peu avec l'histoire, histoire de dire, malgré la guerre, malgré tout ce qui s'est passé, mais quand même il y a des racines en commun musicalement. Donc on est parti de ce principe pour créer le projet. On n'a rien créé du tout, on a juste réarrangé toutes les chansons qui étaient là. C'était des chefs-d'œuvre. On a juste réarrangé et mis au goût du jour les titres. Quel est le titre qui vous a le plus parlé de ces années musicales des années 50 et 60? Khabdin Kashish, Alger. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris, mais c'est comme l'Algérie. À chaque fois, j'ai la chair de poule. Comme elle est belle, c'est comme ça qu'il... Et donc, du coup, on a fait le répertoire, on a préparé, on a eu plusieurs résidences. Après, on a terminé par... enfin, après plusieurs concerts, notamment à La Rochelle... à Paris, à Orléans, il y avait plusieurs... Vous êtes un véritable nomade, hein, non, je disais, sérieusement, vous portez la voix de l'Algérie musicalement parlant, mais d'une façon extraordinaire. J'essaie, c'est pas toujours facile avec les refus de visa. Ah, ça c'est ce que je disais, donc, ça c'est une autre forme de violence. On va pas ouvrir aussi. Oui. J'en souffre, mais bon, maintenant c'est moins... On va dire à bon entendeur alors. Ouais, maintenant c'est de moins en moins. J'ai eu le plaisir de partir au Japon, en Chine, les États-Unis, le Canada... Vous avez sillonné le monde. Un petit peu, oui. Sillonné le monde. J'ai été très déçu par contre parce que je devais faire un concert à l'Opéra de Sydney, en Australie. J'ai eu mon visa 3 jours en retard. Ah. J'ai pas pu partir. C'est terrible. Hein. Comment est-ce que vous vivez justement, parler de certains films qu'on n'arrive malheureusement pas à voir, des films qui ont glané des prix un petit peu partout dans le monde et qui n'ont malheureusement pas de visibilité chez nous. Et cet album que j'ai entre les mains, c'est également ça l'avantage de faire un métier comme le mien, c'est d'avoir les ouvrages et les albums bien avant tout le monde et tout ça gratuitement bien sûr. Enfin, on vient partager ça avec vous, hein, tous les dimanches soirs autour de 22h. Un grand merci également à Hamid Larbi qui lui nous alimente d'une façon également très intellectuelle et musicale très souvent. Il est en vente hors de nos frontières. Pas encore. Le 14, c'est-à-dire de ce mois, dans quelques jours, et pas en Algérie. C'est juste terrible. C'est très frustrant, oui. Ouais. Au fait, le label est ouvert. Le label il veut bien que l'album soit en parallèle en Algérie. C'est juste que... Ceux qui aiment le jazz ont eu le plaisir et l'avantage et la chance lors du festival d'Ima Jazz récemment à Constantine. Effectivement, il y a eu des vents dédicacés. Exactement. En fait, c'était en avant-première, c'est le premier concert du groupe, au fait, depuis sa création. Et le d'Ima Jazz nous a invités à... C'était super, rien à dire. L'un des plus grands festivals en Algérie. Hein. Il y a également dans le Maghreb. Qui fait beaucoup de résistance en ce moment. C'est vrai, malheureusement. Parce que l'année passée, il y a eu l'année blanche, il n'y a pas eu de festival. Donc cette année, ça a été le retour. Mais bon, disons que c'était une édition beaucoup plus algérienne cette année. Et disons qu'il y avait quand même un certain niveau. Keleb Zied, Samir Abrahmia... Des poids lourds, comme vous. Comme vous. Khabdin Kashish, je le rappelle, son album a pour titre Bahja, il est pluriel. Vous êtes habité par le jazz, par le shabi, par le melhoun. Tout ça, impossible de vous résumer, en tout cas, impossible de vous enfermer dans un genre ou dans un style. Hein. J'ai toujours été ouvert à toute proposition. J'ai aucun problème avec la musique parce que le langage musical est un langage universel. Et le plus important pour moi, ce n'est pas de jouer, c'est de transmettre ce qu'on a déjà. Ouais. En bibliothèque, quoi, parce que l'Algérie, c'est comme une grande bibliothèque, plein de livres que personne ne lit, quoi. Tu vois. Pas sur notre plateau, je vous rassure. Hein. J'espère bien. On lit, on fait lire, donc justement, son album est en vente, enfin, il le sera dans quelques jours, hors de nos frontières, mais sur Internet, on peut écouter quelques morceaux. Khabdin Kashish. Vous savez, une fois n'est pas coutume, on va finir l'émission avec, justement, Passerelle, votre musique. On a oublié le générique de fin, on va écouter donc justement Passerelle. C'est réellement ça ce que nous essayons de provoquer chaque dimanche soir, écouter, dialoguer, débattre et confronter également nos idées, parce que la confrontation n'est pas toujours synonyme de violence. Tout au contraire, elle est également dans l'échange et nous en sortons toujours avec quelque chose que me disait mon cardiologue. Si j'aime vos émissions, c'est parce qu'elles ne sont jamais plates. Voilà, un électrocardiogramme plat et celui d'un patient mort, me disait-il. Voilà donc, je le rappelle encore une fois, Bahja, notre quatrième et dernier invité à mettre entre toutes les mains. C'est un véritable